Bonsoir à tous. Je vous remercie d'abord pour votre présence, même si on ne vous voit pas en fait. Et c'est un peu déstabilisant, je dois l'avouer. Je remercie également le groupe Vivalto et Meredith Santé et surtout la clinique Victor Hugo où nous exerçons, Laetitia et moi, d'avoir organisé cette réunion. En fait, ce soir, nous avons choisi deux thèmes pour leur actualité et pour leur importance en termes d'épidémiologie et de santé publique. D'abord, le cancer colorectal. Comme vous le savez, c'est un cancer qui représente pratiquement, qui est placé en deuxième position, si je puis dire, des causes de cancer et de mortalité par cancer dans le monde. Et surtout parce qu'on est encore en mars, et c'est mars bleu, et on est en pleine campagne de sensibilisation, de dépistage du cancer colorectal. Et donc, je vais essayer de vous rappeler quelques chiffres importants et le rôle que nous avons tous, et surtout vous, dans la lutte contre ce cancer, car sans vous, rien ne pourrait être fait et rien ne pourrait avancer. Dans un second temps, Laetitia va vous parler d'un autre problème qui est essentiellement les problèmes de stéatose hépatique, je dirais de foie gras vulgairement, dont la prévalence ne cesse d'augmenter, y compris en France, et qui va représenter pratiquement la première cause de maladie chronique du foie actuellement, surtout depuis que les traitements contre les hépatites virales B et C ont permis quasiment de régler le problème de ces autres maladies virales, de ces autres maladies hépatiques. Alors, je vais démarrer par le cancer colorectal, essentiellement par des chiffres chocs. Premièrement, en France, le cancer colorectal, c'est plus de 40 000 nouveaux cas par an, c'est plus de 17 000 décès par an, et c'est un peu plus d'hommes que femmes, bien que ce soit assez équilibré, 54 versus 46, aussi bien pour les nouveaux cas que pour les causes de décès. La bonne nouvelle, c'est que depuis une vingtaine d'années, l'incidence du cancer du colorectal et la mortalité diminue assez régulièrement, comme vous le voyez sur ce diagramme à gauche, à peu près un taux d'incidence qui diminue de 0,5 à 0,6% par an, et surtout un taux de mortalité qui chute assez régulièrement de 1,6% par an. Alors, il faut bien retenir surtout que la répartition des formes de cancer colorectal, dans la très grande majorité des cas, il s'agit de cancers sporadiques. Beaucoup plus rarement de cancers de cause génétique ou bien d'un facteur héréditaire, d'une cause familiale, qui représente un facteur de risque effectivement également. Alors, très simplement, un cancer colorectal, avant d'être un cancer, c'est un polype. Un polype, ça s'enlève par coloscopie. Puis, ça évolue progressivement. Ça va envahir la paroi. Ça va dépasser la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse, arriver à la séreuse pour envahir les ganglions. Et le premier relais métastatique reste le foie. Un élément important, c'est qu'il y a pas mal de facteurs de risque qui ont été identifiés et dont certains sont modifiables. Sur certains facteurs, on peut encore agir. Essentiellement et surtout, c'est le comportement alimentaire et les habitudes de vie. Beaucoup l'alcool, le tabac, surtout la sédentarité, le surpoids et une alimentation pas adaptée qui représentent quand même des facteurs de risque assez importants, récemment identifiés comme facteurs de risque de cancer colorectal. On pourra en reparler plus tard. Avant d'être un cancer, l'histoire naturelle, c'est un polype. C'est un polype tout simple, un adénome. Parfois, cet adénome va évoluer sous une forme beaucoup plus péjorative, essentiellement parce qu'il va comporter des composantes
vileuse dans sa structure. Ils vont être nombreux, ils vont augmenter de taille et ils vont présenter des signes de dysplasie à l'analyse histologique. Et puis là, l'évolution va se faire vers le cancer colorectal. En gros, entre la survenue d'un adénome et la survenue d'un cancer, il s'écoule environ une dizaine d'années. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie d'un homme, tout homme confondu, il y a à peu près 4% des hommes qui vont présenter un cancer, un adénome, puis éventuellement un cancer du côlon, et moins chez les femmes, 2%, vont présenter un problème de cancer colorectal. Donc, c'est une prévalence assez importante qui nécessite franchement qu'on s'en occupe. Alors, les facteurs de risque, je dirais que le principal facteur de risque, comme on en a vu, comme vous le savez tous, c'est essentiellement l'âge. Et en gros, l'âge clé, c'est 50 ans. C'est à 50 ans qu'on rentre dans le risque de développer un polype et un cancer colorectal. Je vais passer assez vite sur les mutations génétiques parce que ça représente moins de 5%, le syndrome de Lynch, la polypose adénomateuse familiale, encore un peu plus fréquent, mais pas si fréquent que ça, les maladies inflammatoires du tube digestif, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Et bien évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, les antécédents familiaux d'adénome rectocolique, de cancer colorectal, ou bien les antécédents personnels d'adénome, de polype, voire de cancer colorectal. Anecdotiquement, je dirais que l'acromégalie représente aussi un facteur de risque de cancer colorectal. Alors, un élément important, je crois, c'est la part, finalement, dans ces facteurs de risque, je dirais, du comportement et des habitudes alimentaires. Et vous voyez là, dans ce diagramme, c'est sur une étude qui a été faite en 2015 chez des adultes de plus de 30 ans. Le facteur attribuable dans le cadre du mode de vie et de l'environnement à la survenue d'un cancer colorectal ou d'un polype, il y a l'alimentation. Il y a l'alimentation qui représente jusqu'à 25% des cas, pratiquement, un peu plus chez l'homme, un peu moins chez la femme, la consommation excessive de boissons alcoolisées et le surpoids et l'obésité. Il y a le tabac aussi qui semble jouer un rôle. Et vraiment là, on a un rôle, vous avez un rôle à jouer pour essayer de diminuer cette part dans la survenue des cancers colorectaux. Alors, très brièvement, je crois que tout le monde connaît ça. Il y a plusieurs stades. Le premier stade, c'est une tumeur qui va être locale, limitée à la muqueuse. Dès que ça franchit la musculeuse, on parle de tumeur locale avancée. Dès que ça franchit les relais ganglionnaires, on passe à un niveau régional. Et quand on prend le local limité, le local avancé, ça représente à peu près aussi bien chez l'homme que chez la femme, 20%, 25% des cas. Le régional, c'est à peu près la même chose, 20 à 25% des cas. Et malheureusement, les cas avancés avec métastase essentiellement hépatique représentent encore un tiers des cas. Et là, il y a certainement quelque chose à faire. Pourquoi ? Parce que les formes locales peuvent être guéries, d'accord, dans plus de 90% des cas. Les formes régionales, on arrive encore à plus de 70% des cas de guérison. Malheureusement, dans les formes métastatiques, là, la survie à 5 ans chute considérablement à pratiquement 15%. Donc, il y a certainement un travail à faire pour des dépistages précoces, car c'est une maladie que l'on sait aujourd'hui guérir dans pratiquement 70 à 90% des cas. Alors, évidemment, le dépistage, c'est toute la stratégie de dépistage, c'est d'essayer de faire en sorte de ne pas arriver au stade de cancer. Ce n'est pas toujours possible, mais nous avons des moyens. Finalement, il y a plusieurs catégories de gens. Il y a les gens avec des risques. Je vais juste déplacer, excusez-moi, je suis gêné parce que je ne vois pas, voilà.
Voilà, là, je suis mieux. Il y a quelles sont les personnes concernées? Il y a les personnes avec un risque moyen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on a plus de 50 ans, on est à risque. Qu'on ait ou pas des symptômes, qu'on n'ait pas d'antécédents ou qu'on ait des antécédents. Et là, il faut passer par le dépistage organisé, dont le principal outil est la recherche de sang occulte par des tests immunologiques dans les selles. Et ce test doit être réalisé tous les 2 ans. Dès qu'on bascule chez les personnes avec un risque élevé, parce qu'ils ont des antécédents d'adénome ou de cancer colorectaux, aussi bien familiaux que personnels, quand on arrive aux gens qui ont des maladies chroniques inflammatoires du tube digestif, maladie Crohn, rectocolite hémorragique, alors là, on passe tout de suite non plus au dépistage, je dirais organisé, mais plutôt au dépistage ciblé qui va passer par l'examen morphologique du côlon, essentiellement la coloscopie. Enfin, il y a les gens avec des risques élevés, les personnes avec des risques élevés, ce sont les polyposes adénomateuses, ce sont les cancers colorectaux héréditaires, et là, ce sont des dépistages individuels avec consultation génétique, etc. Évidemment, encore une fois, par des coloscopies assez spécialisées pour dépister des éventuelles tumeurs émergentes. Donc, le dépistage organisé du cancer colorectal, finalement, qui est concerné? Eh bien, toutes les personnes de plus de 50 ans, qui n'ont pas de symptômes, qui n'ont pas d'antécédents et qui n'ont pas de contre-indication au dépistage. En fait, il n'y en a pas de contre-indication au dépistage. En revanche, les gens qui peuvent aller directement à la coloscopie, ce sont les personnes qui ont déjà réalisé une coloscopie, etc., et qui n'ont pas besoin d'investigation supplémentaire. Ce sont les gens qui ont des symptômes, et on les connaît tous, rectorragie, méléna, douleur abdominale, troubles du transit, d'apparition plutôt récente, quel qu'il soit d'ailleurs, une anémie, qu'elle soit fériprive, ou même une carence en fer isolée, un amaigrissement récent inexpliqué. Et là, ces personnes-là doivent aller directement à la coloscopie, ou en tous les cas à l'exploration morphologique du côlon endoluminal. À côté de ça, il y a les personnes, comme je l'ai dit, qui ont un risque élevé de cancer colorectal. Ce sont les gens qui ont des adénomes comme antécédents personnels, familiaux, et ce sont évidemment les personnes qui ont un risque génétique en raison d'une polypose ou d'un syndrome de Lynch. Alors, le kit de dépistage, je crois que on l'a tous reçu, on a tous reçu les informations, on connaît bien ça. C'est beaucoup plus performant que le fameux hémoculte qu'on utilisait par le passé. C'est un test qui a une sensibilité de près de 70%, une spécificité quasiment de 95-98%. Malheureusement, il y a encore quelques faux négatifs et il y a pas mal de faux positifs qui créent des sueurs à pas mal de patients d'ailleurs, avec des tests qui retrouvent du sang dans les selles, enfin de l'hémoglobine, et qui en fait n'ont aucune pathologie inquiétante. Mais ça reste l'outil essentiel du dépistage systématique de masse sur un plan purement de santé publique. Je vais passer assez vite sur les modalités de mise en route et d'utilisation du kit. Je crois que tout ça, tout le monde le connaît et ça a très peu d'intérêt aujourd'hui. Donc, je crois que pour les patients, ce qui est important de leur dire, c'est que c'est un test simple, c'est un test facile, c'est un test qu'il faut faire à partir de 50 ans, c'est un test qu'il faut refaire tous les 2 ans et c'est un test qui en plus est pris en charge par la sécurité sociale. Ça permet finalement de dépister précocement les polypes et éventuellement les tumeurs et donc de guérir les gens, d'améliorer la survie. Et donc, c'est vraiment un test à proposer systématiquement chez tous ces patients-là. Alors oui, il y a des faux positifs, oui, il y a des faux négatifs, oui, il y a des risques de complications de la coloscopie qui sont assez faibles, on pourra en parler plus tard, mais c'est vraiment le rapport bénéfice-risque plaide très franchement et très favorablement en faveur du bénéfice.
Alors, je vais finir pour vous dire et vous rappeler que c'est quand même 43 000 nouveaux cancers par an en France, que la cible principale du dépistage, c'est plus de 50 ans. Et ce qui nous fait un petit peu du mal ici, c'est le taux de participation au dépistage en France. Alors là, juste une comparaison. En France, c'est 32%. Au Portugal, c'est 63%. Aux Pays-Bas, c'est 70%, plus de 70%. Et en fait, si on arrivait à atteindre 65% en France de dépistage, c'est 6500 décès de moins par an qu'on pourrait obtenir. Donc, je voudrais vraiment insister sur le dépistage précoce, le dépistage massif, qui est simple et qui aboutit éventuellement à une coloscopie si jamais c'est positif, qui rassure si c'est négatif, mais c'est vraiment un test à faire. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. On prendra les questions après. Et je vais passer la parole à Laetitia qui va vous parler des stéatoses hépatiques et des stéatohépatites. Et vous allez voir que finalement, dans le comportement et les habitudes alimentaires et le mode de vie, tout cela se rejoint un peu en termes aussi bien de gastro-entérologie que de maladies chroniques du foie. Merci beaucoup. Bonsoir. Je pense que là, tout le monde voit mes diapositives. Alors, moi, j'enchaîne finalement sur Yves Benamou parce qu'on avait beaucoup réfléchi avec Yves sur qu'est-ce qui pourrait finalement associer le Mars bleu et le foie gras. Et la raison pour laquelle, comme vous l'a dit Yves Benamou, c'est l'obésité et les facteurs métaboliques qui sont tous les deux à la fois un risque majeur de cancer colorectal, mais aussi un risque non négligeable de foie dit métabolique. Et donc, je vais essayer un petit peu de vous expliquer comment, en fait, on en arrive à une épidémiologie qui est un vrai problème de santé publique de ce qu'on appelle de la stéatohépatite avec ses facteurs de risque, comment finalement on diagnostique cette maladie, qu'est-ce qu'on fait, un bilan sanguin, les tests non invasifs, comment va évoluer, qu'est-ce qui va faire progresser la NASH et comment on peut traiter. Alors, d'abord, une définition tout à fait simple, c'est la stéatose hépatique. La stéatose hépatique n'est rien d'autre qu'une accumulation de graisse dans les hépatocytes. Globalement, c'est une définition purement histologique, c'est plus de 5% des hépatocytes avec de la graisse dans leur cytoplasme. Cependant, quand vous avez une stéatose que vous voyez à l'échographie, quand vous demandez chez un patient diabétique, un patient obèse, un patient surpoids et que vous demandez une échographie et que l'échographiste vous répond stéatose hépatique, c'est qu'il y a au moins déjà 30% des hépatocytes qui sont infiltrés par la graisse. Donc, on est déjà à un seuil supérieur qu'une simple stéatose histologique. Et ceci, après avoir bien interrogé votre malade, qui n'a pas de boisson alcoolisée, donc homme supérieur à 30 grammes par jour, je vous rappelle qu'un verre de vin, c'est 10 grammes d'alcool par jour, et la femme supérieure à 20 grammes par jour. Et des traitements type corticoïdes, méthotrexate, amiodarone, tamoxifène, qui peuvent favoriser une accumulation intralipidique dans le foie. Une fois qu'on a éliminé toutes ces causes extérieures, qu'est-ce qu'on fait devant une stéatose, c'est-à-dire cette accumulation de graisse, qu'elle soit de 5%, 30% ou 50%? Le but est de savoir s'il existe une inflammation importante. C'est ce qu'on appelle une hépatite, c'est-à-dire une stéatohépatite, c'est-à-dire avec des anomalies du bilan hépatique, avec des transaminases élevées, ce qu'on appelle une cytolyse. Et donc, quand il y a une cytolyse, ça veut dire que le niveau de fibrose et d'atteinte du foie est un peu plus importante que seule une accumulation de graisse dans le foie. Alors, chez qui on doit demander un bilan hépatique et chez qui on doit ne pas s'arrêter simplement à l'échographie. Alors, je ne vous parlerai pas de la génétique qui sont en fait des particularités de protéines, c'est
les 4 éléments qui doivent vous faire penser à aller un peu plus loin dans le bilan en dehors de l'échographie. Un patient en surpoids, c'est-à-dire un BMI supérieur à 25, et ce d'autant plus vrai que s'il a un BMI à 30 ou un BMI à 35. Ce patient-là ne peut pas éviter un bilan hépatique, un index d'insulinorésistance. Deuxièmement, on vérifie son état d'insulinorésistance par le score de HOMA et le dosage de l'insulinémie. Et chez tous les patients diabétiques de type 2. Donc, en fait, quand on réfléchit, le bilan doit être développé chez les patients en surpoids, obèses, avec des facteurs de risque métaboliques qui sont le diabète de type 2, les dyslipidémies et les anomalies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle. Tout ça, on en a beaucoup, vous en avez beaucoup dans votre population et il ne faut pas se contenter uniquement de l'échographie. Il faut aller plus loin dans le bilan hépatique. Il faut quand même bien retenir qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème de santé publique. C'est la première cause de cirrhose, c'est la première cause d'hépatopathie chronique et c'est en passe de devenir la première indication de transplantation hépatique. Donc, plus que l'alcool, plus que les virus, puisqu'on est en train de bien traiter les virus. Globalement, pour vous, les gens arrivent pourquoi? Pour une petite cytolyse, transat 2 fois la normale, une hyperféritinémie, mais qui reste modérée, autour de 500 en général. C'est pour ça que vous nous les adressez. Une stéatose à l'échographie ou une petite élévation des gamma-GT. Eh bien, il y a une chose importante à faire, c'est d'abord d'éliminer les autres causes, c'est-à-dire hépatite C, hépatite B, en général négatif, et se concentrer sur le patient et son terrain métabolique, obésité, insulinorésistance, diabète de type 2, et donc vous demandez un bilan biologique complet avec cholestérol, triglycérides, insulinémie, index HOMA, glycémie, glycémie à jeun et hémoglobine glyquée. Et une fois que vous avez tout ça, vous pouvez rapporter ces motifs de consultation à ce syndrome métabolique. La question est de savoir, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ce n'est pas le syndrome métabolique en soi qui est un problème, c'est les conséquences sur sa fibrose, sur la fibrose du foie. Donc, il faut aller encore plus loin pour bien évaluer la gravité de l'atteinte hépatique. Comment on fait? On a 2 possibilités. Pourquoi? Parce que la progression de la fibrose, ça n'est pas pareil d'être une fibrose F1, c'est-à-dire une fibrose modérée, qui est due à la stéatose, ou d'avoir une fibrose F3. Pourquoi? Parce qu'on meurt plus quand on a une fibrose plus importante. Et donc, c'est ça qui est la condition sine qua non de la suite thérapeutique et des indications thérapeutiques. Donc, pour évaluer la fibrose, à une époque, on avait la biopsie hépatique. Maintenant, on ne la fait presque plus. Ça répond à très peu d'indications. Aujourd'hui, il y a 2 tests. Il y a les tests sanguins, dont vous avez largement entendu parler, qui sont le score du fibrotest, le FIB4, l'APRI, qui vont combiner un certain nombre de marqueurs, mais qui ne sont pas uniquement des marqueurs liés au foie. Vous avez l'INR, vous avez l'albumine, qui tient compte aussi de l'état général du patient. Et puis, un autre côté, vous avez également un test qui est en fait un test d'élastométrie qui va mesurer la dureté du foie, qui s'appelle le FibroScan. Alors, pourquoi il faut faire ces 2 examens? Il faut faire ces 2 examens parce que ça permet d'être au plus près de la réalité de l'évaluation de la fibrose de votre patient. Dans le test sanguin, que ce soit fibrotest ou FIB4, vous avez une zone grise qui ne permet pas bien de distinguer le F1, par exemple, du F4, donc fibrose minime ou fibrose sévère, de l'ordre de 30%. Pour l'élastométrie, c'est un peu meilleur, mais sa zone d'incertitude est autour de 15%. Donc, lorsqu'on combine ces 2 examens, à la fois le FibroScan et à la fois un test non invasif, on se rapproche au plus près de l'évaluation de la sévérité de votre malade en présence d'une stéatose sur les critères que l'on a vus tout à l'heure.
Donc, en pratique, retenez patient diabétique, surpoids, avec anomalie du bilan hépatique, hyperféritinémie, stéatose à l'échographie, bilan complet biologique, plus double test, non-invasif sanguin fibrotest et un test d'élastométrie fibroscan. Le fibroscan, c'est l'examen probablement le plus performant, mais c'est celui dont l'accès en France est le plus difficile dans les centres privés, parce que le parcours du patient est compliqué, et nous, on l'a développé à la clinique Victor Hugo, par exemple. Une fois que vous avez posé le diagnostic en fonction de la fibrose, vous allez pouvoir établir à votre patient la surveillance au regard de son risque de progression de la fibrose hépatique. Je prends l'exemple, un patient qui a une fibrose minime, qui est F1, vous pouvez uniquement le contrôler tous les 2 à 3 ans. Bien sûr, s'il perd un peu de poids, s'il contrôle sa dyslipidémie, si la tension artérielle est contrôlée et s'il ne boit pas d'alcool, on est bien d'accord. Par contre, s'il est F3 ou F4, là, il faut le contrôler régulièrement tous les ans. Donc, tous les paramètres à contrôler, âge supérieur à 50 ans, diabète de type 2, syndrome métabolique, hypertension artérielle. Je rappelle également que le dépistage du cancer du foie ne se fait uniquement sur les patients cirrhotiques. Si le patient n'est pas cirrhotique, il n'est pas utile de lui faire un dépistage du cancer du foie. L'autre élément important, et vous l'avez bien compris, entre facteur de risque métabolique et cancer du côlon, facteur de risque métabolique et foie métabolique, et facteur de risque métabolique et cœur. L'un ne va pas sans l'autre. Le patient va cumuler des comorbidités et le point central, c'est le syndrome métabolique. Et le deuxième point en dehors du côlon, du foie métabolique, c'est le cœur. Et donc, il est impératif que vos patients aient une évaluation du risque cardiovasculaire quand ils ont une atteinte, une stéatose, mais aussi une atteinte stéatose et stéatohépatique. Alors, une fois qu'on a ça, comment on traite? Alors, la première chose, c'est on traite les facteurs de risque métaboliques. Alors, le plus souvent, actuellement, c'est le surpoids. Et il faut que les patients, ce qui a été démontré, c'est que les patients perdent de 7 à 10% de leur poids corporel par un régime plutôt méditerranéen avec une augmentation de l'activité physique. Alors, ça a été clairement démontré dans une étude récente sur 293 patients. Et vous voyez sur le premier graphique, lorsque on perd plus de 10% de son poids, on a une résolution de l'inflammation hépatique de l'ordre de 10%. Ceci a été démontré, biopsie avant, biopsie après. Là, ils ont été un peu plus loin que fibroscan et fibrotest. La deuxième chose, c'est quand on est au stade extrême, c'est-à-dire avec des IMC élevés, la chirurgie bariatrique reste à ce moment-là la seule possibilité. Est-ce que la chirurgie bariatrique permet d'améliorer l'accumulation de graisse dans le foie et encore mieux de réduire la fibrose du foie? Eh bien oui. C'est-à-dire que quand on a une chirurgie bariatrique, eh bien on a une régression progressive de la fibrose quand elle est faite suffisamment tôt. Donc ça, c'est le deuxième point pour la chirurgie bariatrique. Pour ce qui est des traitements pharmacologiques, malheureusement, à ce jour, on n'a vraiment rien à proposer aux malades. En fait, on joue entre l'AUDC, le Toco 500, un peu de metformine quand ils ont un diabète, mais il n'y a aucune recommandation forte pour prescrire la vitamine E comme traitement de la NASH, que quoi qu'il en soit, s'il n'y a pas d'amélioration ni de la ferritine, ni du bilan hépatique, il faut arrêter le traitement au bout de 6 mois. Et on ne sait pas non plus si on a des recommandations thérapeutiques quand les patients ont des transaminases normales en début de traitement. Alors, il y a plein d'études en cours, mais pour l'instant, aucune n'a l'AMM. Alors, globalement, ce que vous devez retenir, c'est que cette stéatose hépatique, ça atteint 25% de la population mondiale et que c'est aujourd'hui en passe de devenir la première cause des maladies hépatiques chroniques. Le diagnostic de cette pathologie métabolique, c'est plutôt un diagnostic d'élimination. On a bien sûr avant
éliminer toutes les autres causes de maladies chroniques du foie. Et ça s'intègre, vous l'avez bien compris, dans un environnement métabolique. Surpoids, dyslipidémie, hypertension artérielle, facteurs de risque cardiovasculaire. Le pronostic, et c'est ça que j'aurais bien que vous compreniez, c'est que le pronostic de cette stéatose hépatique, elle est vraiment liée au degré de fibrose hépatique. Et ce degré de fibrose hépatique va être évalué par les tests non invasifs. En tout cas, on va s'y approcher au mieux, parce que c'est ça qui va conditionner la suite thérapeutique pour le patient. Et en fonction, on proposera soit un régime, plus exercice physique, voire même une chirurgie bariatrique. Et il ne faut pas oublier que les accidents cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité des patients avec NASH et qu'il faut savoir dépister le diabète et surtout évaluer le risque cardiovasculaire chez ces patients. Je vous remercie de votre attention.